Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On continue notre cours de diarrhée aiguë et déshydratation. Et dans cette partie, on va voir la conséquence qui est la déshydratation aiguë avec les trois types iso, hyper et hyponatrimique, les examens paracliniques et bien sûr la prise en charge. Vous allez trouver toujours tous les supports dans la description à télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas toujours un maximum de j'aime, maximum de partage, afin que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on est dans la conséquence, on est dans les déshydratations aiguës. Et comme définition, c'est une état morbide avec un rapport de perte d'eau et des électrolytes massifs par l'organisme. Donc, dans 90% des cas, elle est secondaire à une diarrhée aiguë. Donc, c'est le cours précédent qu'on avait vu. Donc, et la cause virale, je répète, et la gastro-entérite à rotavirus, ça c'est à retenir. Donc, dans 99%, ou bien 90% des cas chez l'enfant, chez le nourrisson, la déshydratation aiguë, elle est secondaire à une infection ou bien à une diarrhée aiguë. Donc, il existe trois types. Déshydratation dite isonatrimique, hyponatrimique et hypernatrimique. Et elle est classée selon les pertes. Donc, ça à retenir. Donc, c'est une perte excessive et c'est une cause de mortalité. Toujours devant une diarrhée, craindre la déshydratation et faire votre prévention. Mieux prévenir que guérir. Donc, c'est une urgence pédiatrique les plus fréquentes, ou bien c'est la plus fréquente. Donc, devant toujours une diarrhée, devant une infection, toujours gardez-vous en tête en pédiatrie. On craint la déshydratation. C'est la principale cause de mortalité, malheureusement, infantile. Et la prévention, elle est simple, comme on avait dit dans le cours de diarrhée aiguë. La prévention, elle est basée sur les sérums de réhydratation aiguë devant toute diarrhée et surtout l'éducation sanitaire demeure le rôle de nutrition, les diététiques qui doivent être mises en place de façon adéquate. Donc, lutter contre la déshydratation toujours, c'est la principale cause de mortalité malheureusement infantile. Donc là, un rappel physiologique de ce qu'on avait dit précédemment dans le cours de diarrhée aiguë. Donc, gardez-vous tout ce qui est en rouge toujours, c'est fréquemment répondu comme question. On avait vu que pour l'enfant, le pourcentage du liquide extracellulaire, c'est le plus élevé, plus que celui de l'adulte. Là, à gauche dans l'illustration, on note que 60% du compartiment ou bien du poids corporel chez l'adulte, c'est de l'eau. Par contre, comme on avait vu précédemment dans la physiologie, donc le nourrisson, il a 75% de son poids corporel à la naissance qui est hydrique et ça va diminuer de façon physiologique jusqu'à arriver 60% à un an. C'est pour cela ce qui explique, ça on avait dit précédemment, la grande susceptibilité, la vulnérabilité à la déshydratation chez le nourrisson. Aussi, en raison, comme on avait vu, je vous invite à garder en tête les besoins et les apports selon le poids, comme on avait vu dans le cours de physiologie. Donc, le bilan hydroélectrolytique chez l'enfant et chez le nourrisson doit être toujours positif en raison des besoins qui sont excessifs. Faites attention aux pertes chez un enfant ou bien chez un nourrisson, c'est la cause de mortalité. Donc, deux critères à retenir dans la physiologie ou de la physiopathologie, c'est l'augmentation de volume extracellulaire liquidien toujours chez l'enfant, c'est 75%. Je répète à la naissance. Et le bilan hydroélectrolytique doit être toujours positif à cause des besoins qui sont augmentés chez l'enfant à cause de la croissance. Et faites attention aux pertes toujours devant la diarrhée. C'est la réhydratation, la prévention de la déshydratation. J'espère que vous allez noter ça dans votre pratique médicale. Dans la physiopathologie, là, on a trois types de déshydratation. Donc, là, je demande votre attention. On a trois types. Une déshydratation qui est dite isonatrimique, une déshydratation hypernatrimique et une déshydratation qui est dite hyponatrimique. Donc, là, la nomenclature, elle est liée aux pertes. Donc, on explique. Si les pertes sont isotoniques, là, nous sommes devant une déshydratation qui est isonatrimique. Ça, c'est le premier cas. Si les pertes sont isotoniques. Deuxième cas, on dit qu'on a une déshydratation hypernatrimique si les pertes, donc là c'est l'inverse,
si les pertes sont hypotoniques, sont faibles en électrolytes et en ions. Donc ça, c'est le deuxième cas. Déshydratation hypernatrimique, c'est à cause des pertes qui sont hypotoniques. Et bien sûr, la déshydratation, elle est hyponatrimique si les pertes qui sont hypertoniques sont riches en électrolytes. Donc, commençons premièrement par le premier cas, le cas de déshydratation qui est isonatrimique. Là, c'est des pertes qui sont aux dépenses de liquide extracellulaire. Ça, c'est à retenir. Déshydratation isonatrimique, c'est le liquide extracellulaire qui va faire des pertes. Et là, les pertes, ils sont isotoniques. Si les pertes sont très fréquentes, là, on a le risque de troubles de circulation, une insuffisance rénale fonctionnelle et le risque d'hypoperfusion. Donc, la déshydratation isonatrimique, les pertes là, c'est le liquide extracellulaire qui va être atteint. Les pertes, je répète, sont isonatrimiques. On craint si la déshydratation, elle est massive. Donc, la diminution du volume extracellulaire va dire troubles circulatoires, insuffisance rénale fonctionnelle et des troubles d'hypoperfusion et voire même un choc hypovolimique. Donc ça ressemble même à une hémorragie. Ce sont des pertes, je répète, isotoniques. Ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, on parlera de déshydratation hypernatrimique. Lorsqu'on dit déshydratation hypernatrimique, donc là, la natrémie, elle va être supérieure à 150. C'est mieux illustré dans l'illustration à gauche. Donc là, les pertes, ils sont hypotoniques. Donc, tous les sont inversés. Les pertes hypotoniques, donc le reste va être hypernatrémique. Donc là, ça va impliquer quoi comme conséquence? Ça, c'est à retenir. La déshydratation hypernatrémique, elle va impliquer la sortie de l'eau des deux secteurs du liquide intracellulaire vers le liquide extracellulaire et ça va donner comme conséquence, ça c'est à retenir, une déshydratation intracellulaire. Les perturbations hémodynamiques là, ils sont minimes si la prise en charge elle est rapide. Donc déshydratation isonatrimique, on craint si elle est abondante, l'hypoperfusion. Une déshydratation qui est hypernatrimique, donc le milieu extérieur va être hypertonique, ça va causer une déshydratation intracellulaire comme conséquence. Et on va voir les manifestations cliniques des déshydratations intracellulaires qui sont majorées par la soif. Et là, c'est l'implication de la réhydratation ou bien les solutions de réhydratation orale. C'est mieux, vous allez voir dans la prise en charge, c'est mieux d'administrer des solutions de réhydratation orale mieux qu'une perfusion parentérale. Ça, c'est à retenir. Donc, les troubles hémodynamiques, ils sont minimes si la prise en charge, elle est rapide. Donc, dans la déshydratation hypernatrimique, on craindra la déshydratation intracellulaire. Ça, c'est à retenir. Allons maintenant au troisième cas, qui est la déshydratation hyponatrimique. Donc, la déshydratation, elle est hyponatrimique. Donc, comme réflexion, les pertes du liquide extracellulaire, ils sont hypernatrimiques. Donc, j'insiste sur cette plaque-là, elle est à retenir. Il ne faut pas banaliser la physiopathologie et l'anatomopathologie de chaque cours. Donc, troisième cas, déshydratation qui est hyponatrimique. Donc, la natrémie va être inférieure à 130 milliequivalents par litre. Donc, les pertes là, ils sont hypertoniques. Donc, là, c'est du mouvement du liquide. Donc, là, c'est l'inverse. Donc, dans la déshydratation hypernatrémique, on a le mouvement du liquide intra vers l'extracellulaire. Là, c'est l'inverse. C'est le milieu extracellulaire qui va être hypotonique, plutôt hypertonique. Et ça va causer là la migration, où il y a le mouvement d'eau du liquide extracellulaire vers le liquide intracellulaire. Et c'est la plus grave car là, on va noter deux conséquences. On a une perte importante du volume extracellulaire par la migration de l'eau en intracellulaire. C'est le risque de collapsus sévère dans ce cas-là. Donc c'est la plus sévère, c'est la déshydratation hyponatrimique. Perte massive d'eau et d'électrolytes, une perturbation de la volémie. Donc une insuffisance rénale, collapsus, voire une insuffisance rénale fonctionnelle qui est sévère. Et bien sûr, l'eau qui a migré à l'intérieur de la cellule,
Hyperhydratation intracellulaire, là c'est la plus grave, c'est les troubles de conscience par un œdème cérébral, un coma scléraire, voire scléraire. Donc l'on va être emprisonné à l'intérieur des cellules, on craindra l'œdème cérébral, et là on va voir des troubles de conscience, le coma, voire la sclérème. Donc c'est la déshydratation hyponatrémique qu'on craindra le maximum. Donc déshydratation isonatrémique, donc là, si elle est massive, on n'a que de troubles de perfusion. Ça c'est à noter. Déshydratation lorsqu'elle est hypernatrémique, bien sûr les pertes sont hypotoniques. On craindra la déshydratation intracellulaire. Les perturbations extracellulaires, ils sont minimes devant une prise en charge qui est rapide. La dernière est la plus grave, la déshydratation hyponatrémique. Les pertes là, bien sûr, tout ça est à retenir, sont hypertoniques. Donc tout est inversé. Et là, le mouvement va être inversé par rapport à la précédente. On va noter la migration du liquide vers le milieu extra, vers l'intracellulaire. Et là, on a deux conséquences majeures. Un collapsus sévère, la diminution sévère brutale de la volumétrie extracellulaire. Donc là, un collapsus sévère avec une insuffisance rénale fonctionnelle. Et complication la plus grave que ça, c'est l'œdème cérébral. Donc si vous avez des manifestations avec des consciences, troubles de conscience, des convulsions avec une notion de perte électrolytique, là vous êtes devant une hyperhydratation intracellulaire sévère. C'est le cas de l'œdème cérébral aigu et ça peut manifester vers coma et sclérème. Donc ça c'est de la physiopathologie. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les trois types de déshydratation. Donc c'est primordial et c'est le but de cette partie. Passons maintenant à la clinique. Notez bien que le diagnostic positif d'une déshydratation, il est très facile devant une déshydratation iso et hyponatrémique. Car les signes de collapsus, l'œdème cérébral, donc là, la clinique, elle est fruste. Je répète, la déshydratation isonatrémique, le risque de collapsus, et la déshydratation hyponatrémique qui est la plus sévère avec un œdème cérébral et avec un collapsus hypovolumé sévère, une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc là, le diagnostic est facile et il est plus difficile dans la déshydratation hypernatrémique à cause de l'absence de manifestations cliniques extracellulaires. On n'a qu'une déshydratation intracellulaire majorée par la soif. J'espère que vous avez noté cette ligne-là. Donc les circonstances des découvertes, donc 190% des cas survient sur une épisode de diarrhée et de vomissement. Donc devant une diarrhée, on avait dit que 90% des cas de cause de déshydratation chez le nourrisson, on répète toujours, c'est la diarrhée aiguë. C'est pour cela on applique toujours sur le traitement de diarrhée aiguë en évitant la déshydratation aiguë qui est la cause de mortalité. Ça, c'est le but, ça, c'est le message de ce cours-là. Le début peut être brutal devant une déshydratation dite hypernatrémique et peut être aussi progressive devant la déshydratation hypo et isonatrémique. On note aussi des diarrhées et des vomissements. Souvent, ils sont marqués dans la déshydratation iso et hyponatrémique. Et ils sont très importantes ou bien minimes dans la déshydratation hypernatrémique. Donc les diarrhées et les vomissements sont très importants dans la déshydratation iso et hyponatrémique et ils sont minimes dans la déshydratation hypernatrémique qui va poser toujours, comme on avait dit, le problème de diagnostic car les signes cliniques, ils sont pas frustes, ils sont minimes. Donc, ça c'est à retenir, c'est pour cela qu'on a insisté sur la physiopathologie pour mieux comprendre le diagnostic et les manifestations cliniques pour mieux orienter de quel type de déshydratation s'agit-il afin de conduire une thérapeutique qui est adéquate. Donc j'espère que c'est clair pour les circonstances de découverte. Donc je répète, déshydratation iso et hyponatrémique, c'est facile à diagnostiquer à cause de la richesse de signes. Donc elle est progressive, mais on note les vomissements, les diarrhées et la déshydratation extracellulaire, le collapsus, l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc tout ça, c'est à remarquer devant la déshydratation iso et hyponatrémique.
La clinique, elle est plus difficile. Plutôt, le diagnostic, il est plus difficile à poser devant la déshydratation hypernatrémique qui est majorée par une soif et rarement, ou bien les signes sont minimes. Pas comme la déshydratation hypernatrémique. Donc la soif, les vomissements, donc les diarrhées et les vomissements sont rares. On notera là la soif qui est le majeur signe dans la déshydratation hypernatrémique. Les signes cliniques, donc ça nous fait rappel à la physiologie ou bien la physiopathologie des troubles hydroélectrolytiques. Donc à retenir, devant une déshydratation extracellulaire, on va noter une cerne oculaire. Donc là, c'est déshydratation, je répète, extracellulaire. On note des plis cutanés qui sont persistants. Donc je vous invite à prendre note de chaque type de déshydratation avec leurs signes cliniques, bien de leurs signes associés. Donc on note premièrement les cernes oculaires, toujours en extracellulaire, des plis cutanés persistants, une fontanelle antérieure qui est déprimée. Donc là, vous voyez, la fontanelle antérieure, elle est déprimée. C'est un témoigne de quoi? D'une déshydratation, je répète, extracellulaire. L'absence de larmes lors de la pleure. Aussi, on note des signes d'hypovolémie. Donc, la tachycardie, le pouls qui va être rapide et bondissant. Donc, surtout en déshydratation hypernatrémique. Rapide et faible devant une déshydratation isonatrémique. Rapide et filant devant une déshydratation hyponatrémique. Donc, on notera là la tachycardie qui est majorée par les signes cardiaques. On note des polypnées. Donc, ça, c'est toujours la fontanelle qui est déprimée. On note aussi de la polypnée et des marbrures, signes d'insuffisance cardiaque et un temps de recoloration qui est allongé. Et tardivement, on note une hypotension artérielle et une oligoanérie. Ça va évoluer vers un état de choc. Donc, je répète, le premier cas de déshydratation extracellulaire, ça c'est à noter, cerne oculaire, pli cutané persistant, la fontanelle toujours qui est à palper dans l'examen clinique de tout nouveau-né, absence des larmes lors de sueur, signe de déshydratation, pas de larmes, la tachycardie, le pouls rapide, donc pour lutter contre l'hypovolémie, la polypnée, les marbrures, un taux de recoloration qui est allongé, plus de 3 secondes. Et bien sûr, ça va évoluer vers une hypotension artérielle et de l'oligoanurie, voire anurie dans les états sévères. Donc ça, c'est le tableau, premièrement, une déshydratation extracellulaire. Passons à la déshydratation intracellulaire. Elle est majorée par la soif et la fièvre. Donc ça, c'est à retenir. Et souvent, on notera la fièvre dans la diarrhée ou bien dans les pertes hypertoniques, donc dans la déshydratation hyponatrémique. Plutôt hypernatrémique. Donc la soif, la fièvre, j'espère que vous allez noter ça. Les muqueuses qui vont être sèches, l'hypotonie des globes oculaires, donc là la fièvre, muqueuse sèche, une hypotonie des globes oculaires et même des troubles de conscience, comme on avait dit. Comme signe à rechercher, donc là on va noter la dyspnée et le myosis serré qui est mieux illustré dans l'illustration. Donc deux terrains, deux milieux, un milieu extracellulaire, un milieu intracellulaire. Chaque déshydratation, elle a ses signes. Donc ça, c'est de la clinique, ça, c'est de la sémiologie. Donc j'espère que vous allez noter tous ces critères-là afin d'orienter votre diagnostic. De quel type s'agit-il? Soit de déshydratation intra ou extracellulaire. Donc avant de conclure cette partie, on abordera un titre très important, c'est évaluer le degré et la gravité de cette déshydratation. Et notez bien que le degré, il est basé sur la perte pondérale. À chaque fois que la perte pondérale elle est augmentée, là, c'est une déshydratation qui est encore et encore plus grave. Donc là, c'est la perte pondérale
l'importance des signes cliniques, l'état hémodynamique, comme on avait dit, le collapsus, voire état de choc, hypovolémique, le degré de l'acidose, qui est une complication toujours à rechercher dans la déshydratation intracellulaire, et des signes cliniques d'hypocalémie, donc qui peuvent manifester par des troubles cardiaques ou bien des troubles de rythme. Donc on dira, donc ça c'est à retenir, j'espère que vous allez noter cette plaque-là. Donc on dira qu'on a une déshydratation légère avec une perte qui est cotée à 50 mg par kilogramme, donc soit 10% du poids corporel. C'est pour cela qu'on a insisté dans le cours précédent d'évaluer le poids à perte pondérale en pourcentage. Donc là, c'est 5% du poids corporel de nourrisson qui a été perdu. Elle est équivalente à 50 millilitres par chaque kilogramme. Là, on est devant une déshydratation légère. Donc, premier cas. Deuxième cas, on dira que c'est une déshydratation moyenne ou modérée. Comme je vous ai dit, c'est au-delà de 10% du poids corporel. On va entrer au signe de gravité. Donc, perte, là, elle est équivalente de 100 millilitres par kilogramme. Donc, c'est 10% du poids corporel. Donc, on peut noter des signes patentes, comme la déshydratation avec une hémodynamique qui est perturbée. Donc là, ça commence les manifestations de gravité. C'est au-delà de 10%. Et on dira qu'on est devant une déshydratation qui est sévère. Donc, c'est au-delà de 15% du poids corporel. Donc, c'est 150 mg ou bien millilitres par kilogramme. Donc, on va perdre 15% du poids corporel. Donc là, c'est un choc sévère et on parlera d'un enfant qui est dit moribond. Notez bien ce terme-là. Donc, 5% déshydratation légère, 10% déshydratation moyenne ou modérée avec quelques signes qui vont s'installer. Et on dira un enfant moribond, un choc sévère, une déshydratation sévère devant une perte qui est supérieure ou égale à 15% du poids corporel. Et là, c'est l'alarme qui va clocher. Donc ça, c'est le pronostic vital qui est engagé dans ce dernier cas. Donc j'espère que vous allez noter les critères ou bien les notions de déshydratation légère, modérée, sévère. Et c'est pour cela qu'on insiste sur le poids corporel. Notez vos pertes toujours devant une déshydratation afin d'évaluer la gravité et le risque de cette déshydratation. Donc là, un tableau récapitulatif. Donc 5%, signe, pas de signe de déshydratation. 5 à 10, signe évident de déshydratation. Plus que 10% déshydratation grave. Donc là, on va noter le risque de hypovolémie, le risque circulatoire, comme on avait vu. Donc les examens biologiques, donc avant de conclure cette partie, ils sont non nécessaires chez le nourrisson qui présente une diarrhée aiguë. Toute diarrhée aiguë, craindre, ça c'est le message qu'on a répété toujours dans ce cours, craindre la déshydratation aiguë devant toute diarrhée. Donc, et traiter par simple réhydratation orale. Ça c'est tout le message de ce cours-là. Devant diarrhée aiguë, n'attendez pas un bilan biologique. Tout rapidement, faites votre prévention avec une simple réhydratation orale. Donc, ça va prévenir la déshydratation aiguë et ça va prévenir même la mort. Ça va préserver le pronostic vital du nourrisson. Donc, la réhydratation par solution orale. Donc, ça, c'est le principe de la thérapeutique. C'est votre réflexion comme médecin, toujours devant une diarrhée aiguë chez un nourrisson. Les examens biologiques, ils sont indiqués quand? Ils sont indiqués devant la déshydratation aiguë qui est sévère, avec des signes de gravité. Donc là, trouble de la conscience, un syndrome infectieux sévère, ou bien lorsque une réhydratation par voie veineuse est nécessaire. Donc là, on va prescrire les examens biologiques. Et quels sont ces examens? Donc c'est le ionogramme sanguin, comme on avait dit précédemment dans la diarrhée. Pour précédent, je vous invite à le consulter. C'est pour apprécier l'état de la réhydratation, bien l'hydratation intracellulaire, l'urée, l'hématocrite, la protéinémie. Donc c'est pour apprécier le degré d'hémoconcentration. Il va refléter dans ce cas-là une déshydratation extracellulaire. Donc le ionogramme, c'est pour l'état d'hydratation intracellulaire. Donc le ionogramme,
c'est pour l'état de hydratation intracellulaire. Et l'urée et l'hématocrite, ça va donner une hémoconcentration avec un taux de protéinémie qui va être élevé et ça va refléter une déshydratation là en territoire extracellulaire. On peut compléter l'examen biologique par un dosage du CO2 total, la pH afin de rechercher donc l'acidose métabolique qu'on craindra toujours devant un état de choc ou hypovolémie. On dosera la calcémie, la glycémie et la créatinine, donc l'évaluation de la fonction cardiaque et le trouble général. Donc je répète, aucun examen biologique il est nécessaire pour poser le diagnostic ou bien pour donner la thérapeutique qui est la réhydratation orale. Il est indiqué soit devant une déshydratation sévère ou bien d'une déshydratation qui nécessite une réhydratation veineuse. C'est le ionogramme pour apprécier l'état de l'hydratation intracellulaire et le taux de urée, hématocrite, protéines, rechercher l'hémoconcentration pour évaluer l'état de l'hydratation extracellulaire et on peut ajouter le dosage de dioxyde de carbone et la pH-métrie afin de rechercher un trouble métabolique. Donc l'acidose métabolique qu'on craindra toujours, le taux de calcémie, la glycémie et la créatinine pour la fonction rénale. Avant de conclure, faites attention aux quelques diagnostics différentiels. Ça, ce sont des points que vous devez les noter ou bien prendre en considération. La première situation, c'est devant un enfant qui est maigre, avec un petit poids corporel. Donc là, la déshydratation, elle va être surestimée. Donc faites attention toujours. Et l'inverse, devant un enfant obèse, la déshydratation peut être sous-estimée. Donc, un enfant maigre, on peut surestimer la déshydratation à cause des plis cutanés ou bien l'absence du tissu adipeux. Et c'est de l'obésité qui peut cacher parfois des états de déshydratation. Donc faites attention. Donc, un enfant maigre et surtout un enfant obèse, une déshydratation sous-estimée parfois, elle peut être mortelle. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. On continuera ce cours très prochainement, chers amis. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.